De l'homme, par Claude Adrien Helvétius, 1769. Section 2, chapitre 10. Que les plaisirs des sens sont à l'insu même des nations, leurs plus puissants moteurs. Les moteurs de l'homme sont le plaisir et la douleur physique. Pourquoi la faim est-elle le principe le plus habituel de son activité ? C'est qu'entre tous les besoins, ce dernier est celui qui se renouvelle le plus souvent et qui commande le plus impérieusement. C'est la faim et la difficulté de pourvoir à ce besoin qui, dans les forêts, donne aux animaux carnassiers tant de supériorité d'esprit sur l'animal pâturant. C'est la faim qui fournit au premier, sans moyens ingénieux d'attaquer, de surprendre le gibier. C'est la faim qui, retenant 6 mois entiers le sauvage sur les lacs et dans les bois, lui apprend à courber son arc, à tresser ses filets, à tendre des pièges à sa proie. C'est encore la faim qui, chez les peuples policés, met tous les citoyens en action, leur fait cultiver la terre, apprendre un métier et remplir une charge. Mais dans les fonctions de cette charge, chacun oublie le motif qui la lui fait exercer. C'est que notre esprit s'occupe, non du besoin, mais des moyens de le satisfaire. Le difficile n'est pas de manger, mais d'apprêter le repas. Plaisir et douleur sont et seront toujours l'unique principe des actions de l'homme. Si le ciel eût pourvu à tous ses besoins, si la nourriture convenable à son corps eût été comme l'air et l'eau, un élément de la nature, l'homme eût à jamais croupi dans la paresse. La faim, par conséquent la douleur, sont le principe d'activité du pauvre, c'est-à-dire du plus grand nombre, et le plaisir est le principe d'activité de l'homme au-dessus de l'indigence, c'est-à-dire du riche. Or, entre tous les plaisirs, celui qui sans contredit agit le plus fortement sur nous et communique à notre âme le plus d'énergie est le plaisir des femmes. La nature, en attachant la plus grande ivresse à leur jouissance, a voulu en faire un des plus grands principes de notre activité. Nulle passion n'opère de plus grands changements dans l'homme. Son empire s'étend jusque sur les brutes. L'animal, timide et tremblant à l'approche de l'animal même le plus faible, est enhardi par l'amour. À l'ordre de l'amour, l'animal s'arrête, dépouille toute crainte, attaque et combat des animaux, ses égaux, ou même ses supérieurs en force. Point de danger, point de travaux dont l'amour s'étonne. Il est la source de la vie. À mesure que ses désirs s'éteignent, l'homme perd son activité et, par degrés, la mort s'empare de lui. Plaisir et douleur physique, voilà les seuls et vrais ressorts de tout gouvernement. On n'aime point proprement la gloire, les richesses et les honneurs, mais les plaisirs seuls dont cette gloire, ces richesses et ces honneurs sont représentatifs. Et quoi qu'on dise, tant qu'on donnera pour boire à l'ouvrier, pour l'exciter au travail, il faudra convenir du pouvoir qu'ont sur nous les plaisirs des sens. Lorsque j'ai dit dans le livre de l'esprit que c'était sur la tige de la douleur et du plaisir physique que se recueillaient toutes nos peines et nos plaisirs, j'ai révélé une grande vérité. Que s'ensuit-il ? Que ce n'est point dans la jouissance de ces mêmes plaisirs que peut consister la dépravation politique des mœurs. Qu'est-ce, en effet, qu'un peuple efféminé et corrompu ? Celui qui s'approprie, par des moyens vicieux, les mêmes plaisirs que les nations illustres acquièrent par des moyens vertueux. Les déclamations de quelques moralistes ne prouveront jamais rien contre un auteur dont l'expérience justifie et confirme les principes. Qu'on ne regarde pas cette discussion sur la sensibilité physique comme étrangère à mon sujet. Que me suis-je proposé ? De faire voir que tous les hommes communément bien organisés ont une égale aptitude à l'esprit. Qu'ai-je fait pour y parvenir ? J'ai distingué l'esprit de l'âme. J'ai prouvé que l'âme n'est en nous que la faculté de sentir, que l'esprit en est l'effet, que dans l'homme tout est sensation, que la sensibilité physique est par conséquent le principe de ses besoins, de ses passions, de sa sociabilité, de ses idées, de ses jugements, de ses volontés et de ses actions, et qu'enfin, si tout est explicable par la sensibilité physique, il est inutile d'admettre en nous d'autres facultés. L'homme est une machine qui, mise en mouvement par la sensibilité physique, doit faire tout ce qu'elle exécute. C'est la roue qui, mue par un torrent, élève les pistons et après eux les eaux destinées à se dégorger dans les bassins préparés à la recevoir. Après avoir ainsi montré qu'en nous tout se réduit à sentir, à se ressouvenir, et qu'on ne sent que par les 5 sens, pour découvrir ensuite si le plus ou moins grand esprit est l'effet de la plus ou moins grande perfection des organes. Il s'agit d'examiner si, dans le fait, la supériorité de l'esprit est toujours proportionnée à la finesse des sens et à l'étendue de la mémoire. Si l'expérience prouvait le contraire,
nul doute que la constante inégalité des esprits ne dépendit d'une autre chose. C'est donc au seul examen de ce fait que se réduit maintenant la question proposée. C'est à cet examen qu'on en devra la solution. Chapitre 11. De l'inégale étendue de la mémoire. Je ne ferai sur cette matière que répéter ce que j'ai déjà dit dans le livre de l'Esprit, et j'observerai 1. Que les Ardouins, les Longuerues, les Scaligères, enfin tous les prodiges de mémoire, ont eu communément peu de génie, et qu'on ne les plaça jamais à côté des Machiavel, des Newton et des Tacite. 2. Que pour faire des découvertes, en quelque genre que ce soit, et mériter le titre d'inventeur ou d'homme de génie, s'il faut, comme le prouve Descartes, encore plus méditer qu'apprendre, la grande mémoire doit être exclusive du grand esprit. Qui veut acquérir une grande mémoire doit la cultiver, la fortifier par un exercice journalier. Qui veut acquérir une certaine tenue dans la méditation doit pareillement en fortifier en lui l'habitude par un exercice journalier. Or, le temps passé à méditer n'est point employé à placer des faits dans son souvenir. L'homme qui compare et médite beaucoup a donc communément d'autant moins de mémoire qu'il en fait moins d'usage. Au reste, que sert une grande mémoire? La plus ordinaire suffit aux besoins d'un grand homme. Qui sait sa langue a déjà beaucoup d'idées. Pour mériter le titre d'homme d'esprit, que faut-il? Les comparer entre elles et parvenir, par ce moyen, à quelques résultats neufs et intéressants, ou comme utiles, ou comme agréables. La mémoire, chargée de tous les mots d'une langue, et par conséquent de toutes les idées d'un peuple, est la palette chargée d'un certain nombre de couleurs. Le peintre a, sur cette palette, la matière première d'un excellent tableau. C'est à lui à les mêler et à les étendre de manière qu'il en résulte une grande vérité dans sa teinte, une grande force dans son coloris, enfin un beau tableau. La mémoire ordinaire a même plus d'étendue qu'on ne pense. En Allemagne et en Angleterre, presque point d'homme bien élevé qui ne sache 3 ou 4 langues. Or, si l'étude de ces langues est comprise dans le plan ordinaire de l'instruction, elle ne suppose donc qu'une organisation commune. Tous les hommes sont donc doués par la nature de plus de mémoire que n'en exige la découverte des plus grandes vérités. Sur quoi j'observerai que si la supériorité de l'esprit, comme le remarque Hobbes, consiste principalement dans la connaissance de la vraie signification des mots, et s'il n'est point d'homme qui, dans la seule méditation de ceux de sa langue, ne trouve plus de questions à discuter qu'il n'en résoudrait dans le cours d'une longue vie, personne ne peut se plaindre de sa mémoire. Il en est, dit-on, de vive et de lente. On a, à la vérité, une mémoire vive des mots de sa propre langue, une mémoire plus lente de ceux d'une langue étrangère, surtout si on la parle rarement. Mais qu'en conclure? Sinon qu'on a un souvenir plus ou moins prompt des objets, selon qu'ils sont plus ou moins familiers. Il n'est qu'une différence réelle et remarquable entre les différentes mémoires, c'est l'inégalité de leur étendue. Or, si tous les hommes, communément bien organisés, sont, comme je l'ai prouvé, doués d'une mémoire suffisante pour s'élever aux plus hautes idées, le génie n'est donc pas le produit de la grande mémoire. Qu'on lise, à ce sujet, le chapitre 3, discours 3 de l'Esprit. J'y considère cette question sous toutes les faces. Mon opinion a paru généralement adoptée parce que l'expérience en confirme la vérité et prouve qu'en général, ce n'est point au défaut de mémoire qu'il faut rapporter le défaut d'esprit. Le regardera-t-on comme un effet de l'inégale perfection des autres organes? Je vais l'examiner. Chapitre 12. De l'inégale perfection des organes des sens. Si, dans les hommes, tout est sentir physiquement, ils ne diffèrent donc entre eux que dans la nuance de leurs sensations. Les 5 sens en sont les organes. Ce sont les 5 portes par où les idées vont jusqu'à l'âme. Mais ces portes sont-elles également ouvertes dans tous, et selon la structure différente des organes de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odorat, chacun ne doit-il pas sentir, goûter, toucher, voir et entendre différemment? Entre les hommes enfin, ne sont-ce pas les plus finement organisés qui doivent avoir le plus d'esprit, et peut-être les seuls qui puissent en avoir? L'expérience, répondrai-je, n'est pas, sur ce point, d'accord avec le raisonnement. Elle démontre bien que c'est à nos sens que nous devons nos idées, mais elle ne démontre point que l'esprit soit toujours en nous proportionné à la finesse plus ou moins grande de ces mêmes sens. Les femmes, par exemple, dont la peau plus délicate que celle des hommes leur donne plus de finesse dans le sens du toucher, n'ont pas plus d'esprit qu'un Voltaire, que cet homme, peut-être le plus étonnant de tous par la fécondité,
l'étendue et la diversité de ses talents. Homère et Milton furent aveugles de bonheur. Un aveuglement si prématuré supposait quelques vices dans l'organe de leur vue. Cependant, quelle imagination plus forte et plus brillante! On en peut dire autant de Buffon. Il avait les yeux myopes, et cependant, quelle tête plus vaste et quel style plus coloré! Parmi ceux dont le sens de l'ouïe est le plus fin, en est-il de supérieur au Saint-Lambert, au Saurin, au Nivernois, etc. Ceux dont le sens du goût et de l'odorat sont le plus exquis ont-ils plus de génie que Diderot, Rousseau, Marmontel, Duclos, etc. De quelque manière qu'on interroge l'expérience, elle répondra toujours que la plus ou moins grande supériorité des esprits est indépendante de la plus ou moins grande perfection des organes des sens, et que tous les hommes, communément bien organisés, sont doués par la nature de la finesse des sens nécessaires pour s'élever aux plus grandes découvertes en mathématiques, chimie, politique, physique, etc. Si la sublimité de l'esprit supposait une si grande perfection dans les organes, avant d'engager un homme dans des études difficiles et de le faire entrer, par exemple, dans la carrière des lettres ou de la politique, il faudrait donc examiner s'il a l'œil de l'aigle, le tact de la sensitive, le nez du renard et l'oreille de la taupe. Les chiens et les chevaux sont, dit-on, d'autant plus estimés qu'ils sortent de telle ou telle race. Avant d'employer un homme, il faudrait donc encore demander s'il est fils d'un père spirituel ou stupide. On ne fait aucune de ces questions. Pourquoi ? C'est que les pères les plus spirituels n'engendrent souvent que de sots enfants. C'est que les hommes les mieux organisés n'ont souvent que peu d'esprit. Et qu'enfin, l'expérience prouve l'inutilité de pareilles questions. Ce qu'elle nous apprend à ce sujet, c'est qu'il est des hommes de génie de toute espèce de taille et de tempérament, qu'il en est de sanguins, de bilieux, de flegmatiques, de grands, de petits, de gras, de maigres, de robustes, de délicats, de mélancoliques, et que les hommes les plus forts et les plus vigoureux ne sont pas toujours les plus spirituels. Mais supposons dans un homme un sens extrêmement fin. Qu'arriverait-il ? Que cet homme éprouverait des sensations inconnues au commun des hommes, qu'il sentirait ce qu'un moindre degré de finesse dans l'organisation ne permet pas aux autres de sentir. En aurait-il plus d'esprit ? Non, parce que ces sensations, toujours stériles jusqu'au moment où on les compare, conserveraient toujours entre elles les mêmes rapports. Supposons l'esprit proportionné à la finesse des sens. Il est des vérités qui ne pourraient être aperçues que de 10 ou 12 hommes de la terre les mieux organisés. L'esprit humain ne serait donc point susceptible de perfectibilité. J'ajouterais même que ces hommes, si finement organisés, parviendraient nécessairement dans les sciences à des résultats incommunicables aux hommes ordinaires. Or, on ne connaît point de tels résultats. Il n'est point de vérité renfermée dans les ouvrages des Locke et des Newton qui ne soit maintenant saisie de tous les hommes qui, communément bien organisés, n'ont cependant rien de supérieur dans les sens de la saveur, de l'odorat, de la vue, de l'ouïe et du toucher. Je pourrais même ajouter, puisqu'il n'est rien de similaire dans la nature, qu'entre les hommes les plus finement organisés, il faut qu'à certains égards, chacun le soit encore supérieurement aux autres. Tout homme, en conséquence, devrait donc éprouver des sensations, acquérir des idées incommunicables à ses compatriotes. Or, il n'est point d'idées de cette espèce. Quiconque en a de nettes les transmet facilement aux autres. Il n'en est donc point auquel ne puissent atteindre les hommes communément bien organisés. La cause qui pourrait le plus efficacement influer sur les esprits serait sans doute la différence des latitudes et de la nourriture. Or, comme je l'ai déjà dit, le gras anglais, qui se nourrit de beurre et de viande sous un climat de brouillard, n'a certainement pas moins d'esprit que le maigre espagnol, qui ne vit que d'ail et d'oignons dans un climat très sec. Shaw, médecin anglais, qui, par la fidélité de l'exactitude de ses observations, ne mérite pas moins notre croyance que par la date peu éloignée de son voyage en Barbarie, dit, au sujet des Maures, « Le peu de progrès de ces peuples, dans les arts et dans les sciences, n'est l'effet d'aucune incapacité aux stupidités naturelles. Les Maures ont l'esprit délié, et même du génie. S'ils ne l'appliquent point à l'étude des sciences, c'est que, sans motif d'émulation, leur gouvernement ne leur laisse ni la liberté, ni le repos nécessaire pour les cultiver et les perfectionner. Les Maures, nés esclaves, comme la plupart des Orientaux, doivent être ennemis de tout travail qui n'a pas directement leur intérêt personnel et présent pour objet. Ce n'est qu'à la liberté qu'il appartient d'allumer chez un peuple le feu sacré de la gloire et de l'émulation. S'il est des siècles où, semblables à ces oiseaux rares apportés par un coup de vent, les grands hommes apparaissent tout à coup dans un empire,
qu'on ne regarde point cette apparition comme l'effet d'une cause physique, mais morale. Dans tout gouvernement où l'on récompensera les talents, ces récompenses, comme les dents du serpent de Cadmus, produiront des hommes. Si les Descartes, les Corneille, etc., illustrèrent le règne de Louis XIII, les Racine, les Bayle, etc., celui de Louis XIV, les Voltaire, les Montesquieu, les Fontenelle, etc., celui de Louis XV, c'est que les arts et les sciences furent, sous ces différents règnes, successivement protégés par Richelieu, Colbert et le feu duc d'Orléans, régent. Les grands hommes, quelque chose qu'on ait dit, n'appartiennent ni au règne d'Auguste, ni à celui de Louis XIV, mais au règne qui les protège. Soutient-on que c'est au premier feu de la jeunesse et, si je l'ose dire, à la fraîcheur des organes, qu'on doit les belles compositions des grands hommes? L'on se trompe. Racine, avant 30 ans, donna l'Alexandre et l'Andromaque, mais à 50, il écrivit Athalie, et cette dernière pièce n'est certainement pas inférieure aux premières. Ce ne sont pas même les légères indispositions qu'occasionne une santé plus ou moins délicate qui peuvent éteindre le génie. On ne jouit pas tous les ans de la même santé, et cependant, l'avocat gagne ou perd tous les ans à peu près le même nombre de causes. Le médecin tue ou guérit à peu près le même nombre de malades, et l'homme de génie, qui ne distrait ni les affaires, ni les plaisirs, ni les passions vives, ni les maladies graves, rend tous les ans à peu près le même nombre de productions. Quelque différente que soit la nourriture des nations, la latitude qu'elles habitent, enfin leur tempérament, ces différences n'augmentent ni ne diminuent l'aptitude que les hommes ont à l'esprit. Ce n'est donc ni de la force du corps, ni de la fraîcheur des organes, ni de la plus ou moins grande finesse des sens, que dépend la plus ou moins grande supériorité de l'esprit. Au reste, c'est peu que l'expérience démontre la vérité de ce fait. Je puis encore prouver que si ce fait existe, c'est qu'il ne peut exister autrement, et qu'ainsi, c'est dans une cause encore inconnue qu'il faut chercher l'explication du phénomène de l'inégalité des esprits. Pour confirmer la vérité de cette opinion, je crois qu'après avoir démontré que, dans les hommes, tout est sentir, il faut penser que s'ils diffèrent entre eux, ce n'est que dans la nuance de leurs sensations.